Audi Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Au nom du peuple togolais, je proclame solennellement l'indépendance du Togo. Notre patrie, cette déclaration du premier président du Togo, Sylvanus Olympio, a 61 ans. Aujourd'hui, le Togo commémore ainsi ce 27 avril son 68e anniversaire d'accession à la souveraineté internationale. Que le chemin a été long. Et pour en parler, nous avons un historien, comme annoncé, professeur Joseph Tibé, professeur titulaire en histoire contemporaine à l'Université de Lomé. Professeur, une fois encore, bonjour. Bonjour. Ce jour 27 avril, ce jour d'indépendance, que ce soit dans la vie d'une nation ou bien d'un citoyen, qu'est-ce que ça représente? Alors, vous savez, avant de répondre à cette question, il faudrait que je puisse vous remercier. Oui. De l'invitation que vous m'avez adressée, parce que j'ai l'habitude de dire qu'à chaque fois que ces pareilles occasions se présentent, il faut quand même que ceux qui s'y connaissent puissent partager leur lecture de la situation avec les concitoyens. Et je pense que cette occasion s'y prête et nous nous réjouissons du fait que nous puissions discuter avec vous pour éclairer la lanterne de nos concitoyens. Alors, pour répondre à la question posée, vous savez, la liberté est une donnée innée dans l'homme. Dès que vous donnez naissance à un enfant, son souhait le plus ardent, c'est de vite grandir et s'émanciper. Il en est de même pour les nations ou les pays, les territoires qui ont été sous domination coloniale. Alors, à chaque fois qu'on célèbre ou qu'on évoque la question de l'indépendance, je pense qu'un sentiment de joie doit pouvoir animer les Togolais ou les ressortissants des pays indépendants. Pourquoi? Parce que lorsque l'on se projette dans le contexte de la lutte pour l'indépendance, ça n'a pas du tout été aisé. Nos devanciers, nos parents, nos grands-parents ont eu à payer parfois même de leur vie pour que notre indépendance soit acquise. Et donc, la célébration de l'indépendance, c'est un devoir de mémoire qui permet de se rappeler des sacrifices qui ont été consentis par ces devanciers-là et dire que cette indépendance qui a été acquise n'est pas un vain mot et que nous travaillons d'arrache-pied au quotidien pour plus de matérialisation de cette indépendance-là. Et je pense qu'à ces occasions-là, il faut que, en tant que nation, que nous puissions faire un bilan, que nous puissions marquer une pause pour passer en revue ce que nous avons fait de notre indépendance et ce qui reste à faire. Donc ce n'est pas une fête, c'est une commémoration. Non, en fait, moi je ne pense pas que c'est une fête. Et j'ai l'habitude de dire que l'aspect festif est subsidiaire. Parce que, bon, en fait, c'est le temps d'une pause, le temps d'un bilan pour non seulement la nation, mais aussi des individus qui constituent cette nation-là. Parce que sans vous et moi, la nation togolaise n'existerait pas. Et donc, si au niveau macro, au niveau de la nation, on doit pouvoir se poser ces questions, il faut que, à l'échelle des vies, à l'échelle des individus, que nous puissions nous poser la même question pour nous demander ce que nous avons pu faire comme contribution pour la matérialisation de cette indépendance-là. Donc je pense que ce sont ces questions-là que nous devons se poser à ce jour et éviter de se livrer à des bêveries. Et c'est plutôt une réflexion approfondie que nous devons faire. Ok, la liberté, vous venez de le dire que c'est le vœu cher à tout chacun. On veut être libre, mais la liberté, est-ce un sentiment ou bien un état d'âme? Alors, la liberté... Est-ce qu'on a une liberté? Non, mais écoutez, c'est un état d'âme, mais aussi, c'est l'expression de cet état d'âme-là. Parce que, vous savez,
on est libre quand on le veut. Ça Ok? s'arrache. Les philosophes disent tout homme n'est libre. On est d'accord. Même si nous admettons que nous naissons libres, nous devons nous battre au quotidien pour gagner plus d'espace de liberté. Vous voyez, que ce soit dans la société, que ce soit dans nos familles et dans nos travaux, etc. Je pense que au-delà du fait que ce soit un état d'âme, mais aussi c'est l'expression de cet état d'âme-là. Maintenant, vous avez dit quelque chose d'important, que la liberté s'arrache. Et c'est ce qui m'amène à dire que aujourd'hui, vous avez un certain positionnement scientifique. Il y a un certain nombre de nos collègues, surtout de l'Occident, qui estiment que les indépendances africaines ont été octroyées, surtout les indépendances africaines de la partie francophone du continent africain. Ils estiment que ces indépendances ont été octroyées et n'ont pas été arrachées. Et généralement, ils comparent les indépendances de nos pays à celles que des pays comme l'Algérie, comme le Vietnam, ont eu à arracher vis-à-vis du colonisateur. Mais je voudrais dire ici que ce n'est pas parce que nos indépendances n'ont pas donné lieu à des tueries, à des violences, à des massacres, qu'il faut conclure que nos indépendances ont été octroyées. Parce que quand on voit un peu le contexte dans lequel les acteurs de l'indépendance ont bataillé pour que nous puissions avoir l'indépendance, je pense dire que ça a été négocié, que ça a été octroyé, c'est une insulte à la mémoire de ceux-là qui ont donné leur vie pour cette liberté. On va revenir sur le bilan de cette indépendance, mais revenons à l'organisation même de cette indépendance au Togo. On a vu que les partis politiques aussi ont joué un grand rôle. En dehors du CUIT, le parti du président Défense Sibanus Olympio, quels sont les autres partis qui ont lutté pour cette indépendance? Alors, reconnaissons-le, avant 1946, il n'y avait pas de parti formellement installé au Togo, de parti politique. Il vous souvient qu'en 1944, précisément du 30 janvier au 8 février, 1944, à Brazzaville, le général de Gaulle a tenu une réunion pour décider de l'avenir de l'Afrique et des colonies en général. Et donc, pour matérialiser la volonté, entre guillemets, du général de Gaulle de faire siéger des Africains au Palais Bourbon, à l'Assemblée nationale française, alors il y a eu une ordonnance qui a été prise en août 1945. Et après cette ordonnance, il se fait que les pays africains ou les citoyens des territoires africains ne jouissaient pas de leurs droits civiques. Et donc, il fallait prendre des mesures pour que, avant même de parler de partis politiques, pour dégager des élus qui doivent siéger au Parlement français, que les citoyens africains ou bien les Africains en général puissent disposer des droits civiques. Et donc, ce qui a été fait, c'est qu'à partir du 13 mars jusqu'au 21 novembre 1946, il y a eu une série d'arrêtés qui ont été pris. Et ces arrêtés ont étendu aux colonies l'ensemble des libertés dont jouissaient les citoyens français. Liberté de réunion, liberté d'association, liberté d'opinion, liberté de presse, etc. Et donc, c'est dans ce contexte-là que l'administration coloniale elle-même a créé le premier parti politique, le PTP, le Parti togolais du progrès, le 9 avril 1946. Et après cela, il y a eu la création du CUIT, la création formelle du CUIT. J'insiste sur le mot formel. Pourquoi? Parce que, justement, le CUIT existait déjà sous une autre forme à partir de 1941. La forme d'une association
qui va évoluer pour devenir un parti politique le 26 avril 1946. Alors, ce sont les deux partis politiques qui ont constitué la tête de pont des idéologies politiques de l'époque. Je parle d'idéologie politique parce qu'on en avait deux. Il y avait l'idéologie des nationalistes qui était propagandiste de l'indépendance immédiate. Et nous avons l'idéologie des progressistes qui retardait. Contrairement à ce que l'opinion retient de ces progressistes, qui veut faire croire que les progressistes étaient contre l'indépendance, je pense plutôt qu'ils voulaient inscrire l'indépendance dans une marche progressive, c'est-à-dire faire en sorte que l'indépendant ne soit pas brusque pour avoir toutes les clés de la colonisation, enfin du colonisateur, pour éviter ce que Sékou Touré, par exemple, a eu à vivre en Guinée. Donc, autour des années 1950, précisément en 1951, ces deux partis politiques ont été renforcés, chacun de son côté. Et d'abord, il y a eu l'UCPN, l'Union des chefs et populations du Nord Togo, qui a été créée en juillet 1951 pour renforcer le PTP. Et le 25 septembre 1951, il y a eu la Juvento qui a été créée pour renforcer aussi le CUIT. Alors, en août 1954, il va y avoir un problème au sein du PTP. Le PTP a limogé John Attaï et ça a créé un remous entre les principaux leaders de ce parti, ce qui va conduire à la création du MPT, le Mouvement populaire togolais. Et donc ce parti, le cinquième donc, le MPT se considérait comme étant le parti charnière, qui disait que il était centriste et qu'il n'avait pas de position avisée. Mais quand on voit un peu les réalisations, les idéaux de ce parti, on peut dire clairement que ce parti était beaucoup plus proche des nationalistes. Maintenant, en 1959, après les élections du 27 avril 1958, qui ont conduit à la nomination de Sylvanus Olympio, alors on va assister à une certaine reconfiguration de l'échiquier politique dans notre pays, parce que les partis du bloc progressiste vont évoluer vers ce qu'on appelle une fusion-refondation pour créer l'UDPT, l'Union démocratique des populations du Togo. Donc, à partir de ce moment, comme la gouvernance, la gestion du pays était entre les mains des nationalistes, alors eux, ils sont devenus des opposants. Mais ce qu'il faut préciser pour clore cette rubrique des partis politiques, c'est que dans la lutte pour l'indépendance, il y a eu deux périodes phares. La première période, c'est de 1946 à 1951. Et pendant cette période-là, ce sont les nationalistes qui avaient le pouvoir. Et même en 1946, lorsque l'on a créé l'Assemblée représentative du Togo, Sylvanus Olympio était le président, et ils ont eu à mener la vie dure à la colonisation. Et en 1950 même, lorsque le budget du Togo a été présenté devant cette assemblée, ils ont rejeté le budget, demandant à l'administration de retourner parce que les lignes consacrées aux infrastructures, aux équipements n'étaient pas suffisamment dotées. Donc l'administration coloniale a vu que cette collaboration-là ne va pas l'arranger. Alors, elle va mettre tout en œuvre pour que, lors des élections qui vont suivre à partir de 1952, que les nationalistes ne puissent plus avoir accès au pouvoir. Et c'est ce qui va caractériser la seconde période, qui va de 1952 à 1958, où les nationalistes ont boycotté toutes les élections parce qu'ils ont estimé que les conditions d'organisation de ces élections n'étaient pas réunies. Et donc, pendant cette période-là, ce sont les progressistes qui avaient le pouvoir. Et jusqu'aux élections du 27 avril 1958, qui vont sacrer encore une fois le retour
des nationalistes au pouvoir. Est-ce qu'au-delà de ces partis politiques, on a d'autres acteurs aussi individuellement pris qui ont quand même contribué à cette marche du Togo vers l'indépendance? Non, en fait, ce que nous devons noter, c'est que les acteurs individuels ont mené leur lutte dans le cadre de ces partis politiques. Okay. Quand vous prenez le PTP, par exemple, les figures de proue, à l'époque, c'était Nicolas Grunitzky, c'était Robert Ajavon. Vous prenez le CUT, il y avait un trio qui était très complice, composé de Sylvanus Olympio, de Augustino Paz de Souza, qui était le président à vie du CUT. Qui décédait quelques jours seulement le 25 avril 1960. Et vous avez Jonathan Adessi Savi de Tové. Quand vous prenez l'UCPN, vous avez des gens comme Derman Ayeva, vous avez des gens comme Mama Fousseni, vous avez des gens comme le chef supérieur des MOBA, Matendou Sambiani, etc. Quand vous prenez la Juvento, vous avez Maître Anani Santos, vous avez Abalo Firmin, etc. Quand vous prenez le MPT, vous avez, comment on l'appelait, un certain Johnson, qui a été d'ailleurs l'initiateur de ce parti politique. Mais en dehors de ces acteurs individuels, nous avons des acteurs, je peux dire, institutionnels, parce que en dehors des partis politiques, nous avons par exemple les syndicats qui ont lutté pour joué un grand rôle aussi. Voilà, l'indépendance puisse être acquise. Parce que, au départ, les syndicats ont été mis en place pour défendre les intérêts et les droits des travailleurs. Mais à partir de 1950 jusqu'aux élections de 1958, ces syndicats ont fait de la lutte politique leur cheval de bataille. Et si les nationalistes ont pu remporter les élections de 1958, c'est parce qu'à un moment donné, les syndicats ont commencé à faire des revendications politiques en demandant à l'administration de faire en sorte que tous ceux qui étaient âgés de 21 ans et plus puissent avoir leur nom inscrit sur la liste et sur les listes électorales et que chacun puisse avoir sa carte d'électeur pour pouvoir voter. En dehors de cela, c'est d'ailleurs ce qui explique que lorsque Sylvanus Olympio a pris le pouvoir, en reconnaissance de l'œuvre des syndicats, il a nommé Paulin Akwete, le secrétaire général de l'Union des syndicats du Togo, comme étant ministre du Travail. Alors, en dehors des syndicats, nous avons les églises. Les églises chrétiennes ont joué également un rôle important, en prenant parfois position vertement aux côtés des politiques. Est-ce qu'ils ne sortent pas de leur rôle? Est-ce que c'est de leur contribution de s'ingérer dans la politique? Parce que la polémique est actuelle aujourd'hui, la participation de l'Église dans la vie politique. Non, en fait, est-ce que c'est la participation de l'Église dans la vie politique? En fait, l'Église, surtout catholique, a une doctrine sociale. Et cette doctrine sociale, je pense que quand vous questionnez, vous interrogez les leaders religieux, ils vont vous dire qu'ils sont dans leur rôle. Parce que ceux qu'on appelle politiques sont avant tout leurs fidèles. Et donc, face à un rouleau compresseur que fut celui de l'administration coloniale, par exemple, qui faisait que beaucoup de Togolais prenaient le chemin de l'exil, l'Église ne pouvait pas rester les bras croisés. L'Église devait pouvoir intervenir pour arrêter l'hémorragie. Parce que, n'oubliez pas, les gens qui partaient, c'est des quêtes en moins, c'est des dîmes en moins. Donc, l'Église a ses intérêts qu'il fallait préserver. Mais au-delà de ça, je disais que l'Église a pris parfois vertement position du côté des politiques. Sur la question des évêques, par exemple, puisque le CUT en a fait son cheval de bataille entre 1946 et 1950 pour dire qu'il faut procéder à la réunification des évêques. Et l'Église protestante, par exemple, avait dit clairement que cette réunification des évêques se justifiait à partir du moment où les frontières ont séparé même les églises protestantes du Bénin, du Dahomey, du Ghana et puis du Togo. Vous voyez. Mais au-delà de ça,
vous avez par exemple les écoles de mission, notamment le collège Saint-Joseph, le collège protestant, qui ont été justement ces structures-là, qui ont formé les premières élites politiques du Togo. Vous voyez. Et en dehors de ça, nous avons les femmes. Ces femmes quel rôle ces femmes ont-elles joué dans cette lutte pour l'indépendance? Alors, vous savez, les femmes ont joué un rôle important. Un rôle important aux côtés des hommes. Parce que ces femmes ont été avant tout des propagandistes des idéaux des nationalistes. Parce que, vous savez, à partir de 1950 jusqu'en 1958, l'administration coloniale était devenue particulièrement répressive. Et même pour accéder sur les places de marché, on passait les gens systématiquement à des fouilles. Et donc, face à cette situation, les femmes ont été utilisées pour pouvoir ventiler les tracts des nationalistes. Et comment elles faisaient? Elles cachaient ça dans leurs sous-vêtements. Vous voyez, c'est un peu honteux. Voilà, là pour chercher, fouiller encore dans les sous-vêtements. Donc c'est comme ça qu'elles arrivaient à dissimuler ces tracts pour pouvoir les mettre à la disposition de leurs cibles une fois arrivées sur les places de marché. Mais au-delà de ça, vous avez des femmes qui ont contribué financièrement à soutenir les hommes politiques. Sylvanus Olympio, en 1954, a été condamné et on lui a infligé une amende de 5 millions de nos francs. Ce sont les bonnes femmes. Dans le temps. Ce sont les bonnes femmes du grand marché de Lomé qui se sont cotisées pour pouvoir payer cette amende-là. Et vous avez ces femmes qui étaient engagées Mais tout ceci se faisait en cachette parce qu'il ne faut pas le faire aussi à visage découvert. Exactement, au risque de tomber dans les mailles de l'administration coloniale. Et donc, vous avez des femmes qui avaient des chansons de mobilisation, des chansons. Où ces forces-là pour continuer la lutte. C'est ça qui doit nous amener à nous interroger. Parce que quand on compare la bravoure avec laquelle ces femmes ont eu à mener la lutte politique aux côtés des hommes, la question c'est de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé au fait qu'aujourd'hui, on n'a plus de ces femmes qui incarnent, cette détermination qui ont cette détermination, qui ont ce courage. Vous pouvez imaginer une femme, une certaine Abloribaï, en 1957. Les Nations Unies étaient en mission au Togo et les nationalistes voulaient remettre une pétition aux délégués des Nations Unies. Mais l'administration coloniale, sachant ça, a pris toutes les dispositions pour éviter tout contact entre les nationalistes et la mission. On a appris qu'elle s'est déguisée en une dépouille mortelle. Non, en fait, comme elle s'est déguisée en folle. En folle. Donc, quelques jours avant, elle dit, remettez-moi la pétition, moi je vais leur remettre ça. On dit, mais comment tu vas faire? Elle dit, laissez-moi faire. Et quelques jours avant, elle s'est déguisée en folle. Elle a jeté ses habits et puis elle a commencé à marcher comme une folle. Et c'est comme ça qu'elle rasait les murs de l'hôtel où les émissaires avaient logé. Et donc c'est comme ça qu'elle est rentrée dans le domicile et a glissé la pétition sous une porte. Et c'est comme ça que les émissaires des Nations Unies ont pu avoir cette pétition et partir avec. Ce sont là les raisons qui vont amener les Nations Unies à se décider à l'organisation des élections anticipées du 27 avril 1958. Donc, quand on met tout ça ensemble, on se rend compte que ce ne sont pas seulement les partis politiques qui ont milité en faveur de l'indépendance, mais il y a eu
plusieurs acteurs, aussi bien individuels qu'institutionnels, qui se sont mobilisés pour que l'indépendance soit acquise. Quand même effective. Donc le 27 avril 1960, si on vous comprend bien, professeur Tigbe, ce n'était que l'aboutissement d'une longue lutte qui a commencé depuis. Venons-en à ce jour même du 27 avril, la proclamation de l'indépendance. Mais avant, quelles sont les grandes étapes de cette indépendance? Quelques étapes avant ce 27 avril. Alors, avant ce 27 avril, disons clairement que c'est à partir de 1946, comme je viens de le dire, que les choses se sont décidées clairement. Et donc, de 46 à 56, on peut dire que c'est la première grande étape où, les nationalistes se sont acharnés à avoir le pouvoir de leur côté. Mais ça n'a pas du tout été facile pour eux, parce que l'administration avait déroulé tous les moyens répressifs pour pouvoir les en dissuader. À partir de 1956, il y a eu ce que nous appelons l'autonomie, que la mémoire collective a gardé sous le vocable Abloré-Cancan. En fait, le terme Abloré-Cancan, c'est un peu pour faire allusion à ce que les nationalistes recusaient à l'époque. Ils disaient que Abloré total. Abloré blibo, voilà, Abloré blibo, Abloré badja. Donc, c'est pour dire que en fait, leur lutte, ce n'était pas pour avoir une certaine autonomie dans le giron français. Il faut une indépendance totale. Donc, ce qui a fait qu'ils ont recusé cette autonomie-là. Les nationalistes ont recusé cette autonomie, allant même jusqu'à faire déchirer le drapeau qui incarnait la République autonome du Togo. OK? Alors, à partir de ce moment, de 56 à 58, c'était la période au cours de laquelle les Nations Unies ont eu à s'intéresser particulièrement à la question togolaise. Parce que le Togo, à l'époque, était sous tutelle française. Et donc, à chaque fois qu'il y avait un problème, les Togolais n'hésitaient pas à saisir la tribune des Nations Unies. Peut-être même qu'il faut faire une extrapolation pour dire que c'est ce qui a développé la culture de l'extraversion des Togolais ou du goût prononcé des Togolais pour l'extérieur. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une crise, vous aurez dû le constater, les Togolais ne sont à l'aise que lorsqu'il y a une médiation internationale qui arrive. Alors, cette culture-là, depuis la Société des Nations, les Togolais se sont habitués à saisir les instances internationales pour venir arbitrer à chaque fois qu'il y a un problème sur leur territoire. Donc, pendant cette période, les Nations Unies ont été affublées des pétitions des Togolais, ce qui a même amené les Nations Unies à convoquer les responsables gouvernementaux à l'époque de l'administration pour s'expliquer sur la question des Togolais. Mais c'est une période au cours de laquelle les Togolais se sont organisés pour que non seulement les élections anticipées soient organisées, mais aussi pour que les nationalistes puissent remporter les élections. Mais justement, une fois cette élection remportée par les nationalistes et que Sylvanus Olympio a été nommé Premier ministre finalement, je dis finalement parce qu'il n'était pas le premier choix de l'administration coloniale. L'administration coloniale a proposé le poste à Maître Anani Santos qui l'a renié en faveur de Sylvanus Olympio. On l'a proposé à Maître Adjessi Sanvi de Tové, à Adjessi Sanvi de Tové, lui n'est pas avocat, qui l'a également décliné, qui a décliné l'offre en faveur de Sylvanus Olympio. Et c'est le troisième. Voilà, que l'administration coloniale a proposé cela à Sylvanus Olympio. Et donc, à partir du moment où Sylvanus Olympio a été nommé Premier ministre et qu'il s'est présenté devant la Chambre des députés le 16 décembre 1958 pour présenter son discours programme, alors il a compris qu'il ne faut pas, ou il ne fallait pas proclamer ici et maintenant l'indépendance. C'est pourquoi il a attendu 2 ans après.
il l'a différé. Et vous l'avez suivi dans le journal, il s'en est expliqué. Il a compris que voilà, il faut avoir des infrastructures adéquates parce que le Togo, ou Lomé en tout cas, n'avait pas d'hôtel à l'époque. Et il a mis à profit les 2 ans pour construire Hôtel Le Bénin, qui a été l'hôtel qui a abrité les hôtes de marque de l'époque. Ce matin, nous parlons de 61 ans d'indépendance de notre cher pays, le Togo. Et ce jour, ce n'est pas un jour pour se réjouir, mais faire un arrêt et puis faire le bilan de ce que nous avons eu à faire durant les 61 ans d'indépendance, ce que nous allons faire dans cette deuxième partie. Mais avant, professeur Tibé, la question qui revient sur toutes les lèvres, c'est est-ce que nous sommes réellement indépendants? Alors, grande question. Je pense que cette question, vous l'avez si bien dit, elle revient sur toutes les lèvres. Oui. Et à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire en 2010, cette question a été vraiment posée, a fait l'objet même de colloques internationaux. Et sur la question, il y avait 2 positions tranchées. Vous avez une position qui estime que finalement, les départements d'outre-mer de la France qui ont opté pour rester dans le giron français, les Guyanais, les Réunionnais, etc., que leur situation paraît bien meilleure et que les pays africains francophones auraient pu faire le même choix. Parce que, ces départements sont considérés comme le prolongement de la France. Mais quand on voit un peu le débat actuel dans ces départements ou territoires d'outre-mer, on se rend compte que eux aussi, malgré ce que certains d'entre nous, nous leur envions, ils se battent aujourd'hui pour accéder à leur indépendance. Cela voudrait dire simplement que l'indépendance est quelque chose à laquelle on aspire, peu importe la situation dans laquelle on se trouve. Parce que quand vous prenez un enfant, il a beau avoir tout de ses parents, on a mis tout à sa disposition, mais à un moment donné, le désir de s'émanciper, le désir d'avoir plus de liberté, plus d'espace de liberté, le guette. Et donc, il prend ses marques vis-à-vis de ses parents. Alors, face à ce positionnement, vous avez un autre deuxième, qui estime que les États africains, quand on fait le point de ce qu'ils ont fait de leur indépendance, que l'indépendance n'est restée que politique. Sur le papier. Sur le papier, n'est restée que politique. Et je pense que ce positionnement est un peu proche de la préoccupation de la majeure partie des Togolais ou des Africains, en tout cas, dont les pays ont accédé à l'indépendance autour des années 1960. Alors, cela nous amène à faire un petit bilan pour voir si vraiment la question qui est posée est légitime ou non. Alors, pour faire un bilan, il faut retourner aux objectifs. Et dans le cas d'espèce, la question c'est de savoir, au moment où les pères des indépendances africaines luttaient pour accéder à l'indépendance, et une fois que cette indépendance a été acquise, qu'est-ce qu'ils ont défini comme objectif pour leur pays respectif? Sylvanus Olympio, j'ai dit tantôt, il s'est présenté devant la Chambre des députés le 16 mai 1958 et dans son discours programme, il a dit clairement que nous venons d'avoir notre indépendance politique. Mais pour lui, l'indépendance politique est nulle et de nul effet sans une indépendance économique. C'est ce qui va faire que... C'est pourquoi il a voulu battre sa propre monnaie. Exactement. Pendant toute la période au cours de laquelle il a dirigé le Togo, il n'a eu qu'une seule obsession, faire en sorte que le Togo devienne indépendant économiquement parlant. Et pour lui, l'indépendance économique passe forcément par la souveraineté monétaire. C'est ce qui va l'amener à prendre toutes les dispositions pour aller vers le franc Togo qui va incarner, si vous voulez, la souveraineté monétaire du Togo. Mais on a vu le sort qui lui a été réservé. Assassiné maintenant, lorsqu'il a été assassiné et que Nicolas Grunitzky est arrivé au pouvoir, il n'a pas renoncé à la problématique de l'indépendance du Togo, économique du Togo.
il a cru avoir trouvé la formule sacrée en optant pour la planification socio-économique du Togo. En 1966, il a lancé ce que nous appelons les plans quinquennaux de développement socio-économique. Et l'objectif assigné à ces plans, qui ont été inspirés par le modèle russe de planification, c'est que en 1985, c'est-à-dire au bout de 20 ans, que le Togo devienne indépendant économiquement parlant. Alors, autour des années 80, on a fini par abandonner ce projet, la planification. Et donc, en 85, lorsqu'on a fait le point, on a constaté simplement que l'indépendance économique tant souhaitée était loin d'être atteinte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au début des années 80, il y a eu un constat qui a été fait par rapport à la gestion de nos États. On a estimé que l'État est en banqueroute, l'État est tombé en faillite. Et donc, à partir de cet instant-là, les structures financières et monétaires internationales sont intervenues pour imposer leurs diktats. C'est ce que l'on a appelé les programmes d'ajustement structurel. Et donc, à partir de ce moment, ils ont dit, mais écoutez, il faut que l'État se désengage de la vie économique et que l'on puisse mieux libéraliser l'économie. C'est ça qui a conduit à la vague de privatisation de nos économies. Alors, à partir de cet instant, le Togo va commencer à traverser un désert économique. C'est ça qui va conduire, si vous voulez, en plus des crises sociopolitiques, à l'organisation de la conférence nationale dite souveraine. Et en 1993, pour insuffisance démocratique, les partenaires en développement du Togo ont rompu la coopération avec le Togo. En 1994, il y a eu ce que l'on a appelé la dévaluation du franc CFA. Alors, la rupture de la coopération va durer jusqu'en 2007. Et c'est avec les élections législatives d'octobre 2007 que la coopération va être rétablie. Mais déjà, en 2010, on va assister au point d'achèvement de l'initiative PPTE, pays pauvres très endettés. Alors, quand on dit que notre pays est pauvre et très endetté, c'est endetté vis-à-vis de qui? Endetté vis-à-vis de l'extérieur. Alors, on ne peut pas être indépendant économiquement parlant et être aussi, voilà, vis-à-vis des partenaires en développement. Donc, tout cela montre que malgré leurs volontés respectives, c'est-à-dire la volonté de nos chefs d'État qui se sont succédés à la tête du Togo, l'indépendance économique a toujours été reportée au calendrier grec. Alors, la conséquence sur le plan social, c'est quoi? C'est que, finalement, du fait que nous n'avons pas réussi ce tour de force d'imposer notre indépendance économique, non seulement notre indépendance politique, comme Sylvanus Olympio le disait, était devenue une coquille vide, mais aussi ça a eu des retombées majeures sur notre vécu social. Je donne juste un exemple par rapport à cela. L'exemple le plus patent, c'est le fait qu'en 1975, qu'on ait voulu faire la réforme de l'éducation. OK? Alors, on a tout lancé, on a tout planifié, mais cette réforme, finalement, a été abandonnée pour insuffisance de ressources financières pour la concrétiser. OK? Contrairement à ce que beaucoup d'analystes disent en faisant observer que la réforme a été un échec. Ce n'est pas un échec. Ça n'a pas été mis en œuvre. Et donc, quand vous voyez ce secteur éducatif, aujourd'hui, en 1992, on a eu les états généraux de l'éducation où des diagnostics assez approfondis ont été faits. On a fait même des recommandations pour sortir le secteur de l'ornière. Mais on s'est rendu compte que jusqu'à aujourd'hui, même le chef de l'État avait même annoncé les états généraux de l'éducation, de la santé, mais tout ça. Mais donc ça veut dire qu'on est conscient du fait que le secteur social va mal. Et avec Covid aujourd'hui, notre système sanitaire, vous avez vu que ça a révélé au grand jour des dysfonctionnements de ce système. Cela montre clairement que
nous ne sommes pas au bout de nos efforts. On va permettre à ceux-là qui nous suivent de réagir le 22 21 80 99, le 92 02 80 63 pour des questions au professeur Joseph Tigbe qui est avec nous. On a Irénée qui est en ligne. Irénée, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien, Irénée. Oui, bon, moi je ne veux pas souhaiter joyeux anniversaire parce que nous ne sommes pas encore indépendants. Oui, allô? Oui, on vous écoute, Irénée. Oui, nous n'avons que l'indépendance symbolique, c'est-à-dire nous n'avons que des symboles qui montrent que nous sommes indépendants, mais au fond, nous ne sommes pas indépendants et sur le plan politique et sur le plan économique. La question que je vais poser à mon cher grand frère, M. Tigbe, à quand la vraie histoire du Togo? Parce que vous nous avez enseigné plusieurs choses à l'université, notamment l'histoire déplacée des luttes pour l'indépendance du Togo, l'histoire très déplacée de tous les peuples du Togo, notamment quand je prends les Kabyais, quand on nous dit que les Kabyais sont descendus, bien sont tombés du ciel. Ça, ce n'est pas une bonne histoire. Monsieur Tigbe, vous faites partie de l'association des historiens du Togo. À quand la vraie histoire du Togo? Ok. Merci beaucoup, Irénée. Pelé, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour, professeur. Bonjour, Pelé. Oui, je pense que le Togo a besoin d'histoire. De son histoire, je vais dire. Quelle est l'histoire du Togo? La vraie histoire, comme l'a dit mon professeur tout à l'heure. Quelle est la vraie histoire du Togo? Je pense que on a déplacé la géographie du Togo, c'est-à-dire en amenant le Togo de Plat à Elakondi, de Senké à Plaou. Pourquoi ça s'est fait comme ça? Deuxième préoccupation des Togolais aujourd'hui, de savoir officiellement qui a assassiné Sylvain Sonipio. Qui l'a assassiné? C'est un Togolais ou bien c'est un Français militaire qui l'a assassiné. Tout à l'heure, vous venez de... Oui, ce serait tout, Pelé, parce qu'il y a d'autres qui sont là. Madame Essi, bonjour. Allô, oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va. Bon, est-ce que ça va Allez-y rapidement. Voilà. 61 ans d'indépendance du Togo. On nous a raconté à longueur de temps son histoire, depuis tout le reste. Moi, je veux qu'on nous parle du bilan, les acquis, ce qu'on a gagné sur les 61 ans. Et moi, je vois qu'on a gagné un Togo ruiné, détruit. Et c'est le désespoir, la terreur permanente, la faillite, la misère, tous les maux, la pauvreté, la persécution. Et le Togo qui est transformé, qui est devenu un fonds de commerce, et les habitants sont devenus des marchandises. Et puis, les acquis existants sont détruites, et sont détruits plutôt. Usines, routes, hôpitaux, écoles, tout ça. Donc, vous ne retenez rien de positif de cette... Ok, allô? Merci beaucoup. Donc, c'est Madame Essi en l'instant. Professeur, vous avez écouté les intervenants, mais avant de répondre à leurs préoccupations, ailleurs, la fête de l'indépendance réunissait tous les fils et les filles du pays. Mais au Togo, pourquoi cette date ne fait pas l'unanimité? Oui, je pense que c'est quelque chose à déplorer. Et il m'arrive souvent de parler de la guerre des mémoires autour de l'indépendance. C'est-à-dire que pendant que l'administration s'est réunie aujourd'hui, par exemple, à la place des fêtes pour les défilés et tout, vous avez d'autres Togolais qui se retrouvent ailleurs. Tout à l'heure dans le journal, on a entendu un leader politique qui disait que lui ne va pas célébrer l'indépendance et il appelait les Togolais à reprendre le flambeau de la lutte. Exactement. Donc je pense que c'est des choses
à éviter. Nous devons prendre l'exemple sur ce qui se fait de bien ailleurs. Quand vous prenez le Ghana, par exemple, oui, à chaque fois qu'il y a l'indépendance, on tait un tant soit peu les rancœurs et on célèbre la nation, on célèbre la République. Et je pense qu'il est grand temps que nous puissions quand même faire en sorte qu'il y ait ce surpassement de soi pour que l'indépendance que nos aïeux ont acquise de longues luttes, que nous ne puissions pas la fouler. Est-ce que ce n'est pas parce qu'entre-temps, cette date-là même a été d'une façon banalisée, laissée au profit d'une autre date qui a été célébrée en grande pompe? Ça aussi a démotivé. Oui, mais ça a démotivé. Mais vous savez que les Togolais, à l'époque, qui n'étaient pas d'accord sur le fait qu'on veuille supprimer l'indépendance, ont lutté. Oui. Et c'est comme ça que dans la foulée de la conférence nationale, on a tout fait pour rétablir la fête de l'indépendance du Togo. Donc, si le même peuple qui a lutté pour qu'on puisse réhabiliter le 27 avril se désolidarise de la célébration de cette fête-là, je pense qu'il y a un problème et il faut chercher. Le problème, c'est aussi vous, les historiens, vous qui enseignez ces histoires dans nos écoles, universités, peut-être parfois vous enseignez mal, bien vous tronquez l'histoire. Et M. Irénée demandait à quand la vraie histoire du Togo? Qu'est-ce que vous enseignez? Je précise que nous n'enseignons pas des histoires, nous enseignons l'histoire. Et donc, les historiens du Togo ont fait un travail louable. Et ça, il faut le reconnaître. Parce que avant, par exemple, la mise sur le marché de l'histoire des Togolais, il y avait différents types de documents qui parlent de l'histoire du Togo. La différence entre l'histoire du Togo et l'histoire des Togolais, c'est une approche méthodologique. Ça se situe au niveau de l'approche méthodologique où, quand nous parlons de l'histoire des Togolais, c'est l'histoire telle que vécue par les Togolais. Et je précise que nous avons écrit l'histoire des Togolais, des origines, jusqu'à l'avènement de la colonisation. Nous avons écrit l'histoire des Togolais de la période coloniale. Et actuellement, l'Association des historiens et des archéologues du Togo est à pied d'œuvre pour écrire l'histoire du Togo post-colonial de 1960 à 1990. Et donc, bientôt, nous allons lancer les travaux de cette écriture de l'histoire des Togolais et elle sera également sur le marché. Les cabiais sont tombés du ciel, c'est ce que vous nous enseignez. Non, mais vous savez, l'histoire c'est aussi des mythes et l'historien n'a pas pour mission de déconstruire les mythes. Quand vous prenez l'histoire de la Grèce antique par exemple, on vous parle de l'Iliade et l'Odyssée, ce sont des mythes. Quand vous prenez la question de Jeanne d'Arc dans l'histoire française, c'est une question de mythe. Mais les Français n'ont pas déconstruit ça. Parce qu'un tant soit peu, cette histoire-là arrivait ou arrive encore à les rassembler. Alors, en histoire, on cherche également des éléments qui unifient, des éléments qui rassemblent. Et donc, si cette réalité de... des cabiais dont les ancêtres sont tombés du ciel arrive un tant soit peu à les unir, mais l'historien n'a pas pour mission de déconstruire ça. Le père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, fut assassiné. Aujourd'hui, qui est l'auteur? Est-ce que c'est Gnassingbé Yadema ou c'est un blanc? Non, mais je pense que ça fait partie des zones d'ombre de notre histoire nationale. Mais je ne peux que dire ou formuler le vœu pour que, comme la France a accepté de déclassifier les dossiers relativement au Rwanda, relativement au cas Thomas Sankara, que finalement, que la France puisse accepter de déclassifier les dossiers relatifs à l'assassinat de notre premier président du Togo. Et nous, les historiens, nous allons nous saisir de ces dossiers pour pouvoir éclairer la lanterne de nos compatriotes. Professeur Joseph Tigbe, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Que retenez-vous des 61 ans d'indépendance du Togo et qu'est-ce que vous envisagez? Comment le Togo doit prendre-t-il son destin en main? Non mais vous savez, 60 ans d'indépendance, la soixantaine, on parle souvent du jubilé de diamant.
Et le jubilé de diamant, en fait, le diamant, les caractéristiques du diamant, c'est la solidité, c'est la brillance, c'est la longévité. Donc la question que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est de savoir si notre indépendance brille, si notre indépendance s'inscrit dans la longévité. Est-ce que nous avons pris des dispositions pour que notre indépendance soit solide? Et comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, il y a un diagnostic profond à faire pour que nous puissions inscrire désormais notre indépendance dans la logique de la longévité. Mais pour notre destin est déjà entre nos mains. Et donc, il nous appartient de décider de ce que nous faisons de ce destin-là. Merci beaucoup, professeur Joseph Tigbe, professeur titulaire en histoire contemporaine à l'Université de Lomé. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à Ite Messan pour la coordination technique, à Joseph, c'est à Mathias Azialé et à RVC, sans oublier Vidra Kofi Anani. Bonne fête d'indépendance à toutes et à tous. Et on se dit au revoir et à bientôt.